Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème comment lutter contre la désinformation dans le contexte de l'intelligence artificielle au Niger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler ces quelques éléments de précision. Ainsi, selon un article publié par Média Défense, la désinformation est un ensemble de pratiques et techniques de communication visant à influencer l'opinion publique en diffusant volontairement des informations fausses, faussées ou biaisées. Le terme est à distinguer de la mésinformation qui consiste à diffuser une information fausse de manière involontaire. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu sur l'ampleur du phénomène de la désinformation et ses effets néfastes dans ce contexte de l'intelligence artificielle avant de faire des propositions de solutions. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Hassan Soumana, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie au NIMED. Bonsoir Soumana. Bonsoir. Bara Suleiman, ancien membre du conseil d'administration de la maison de la presse au Niger et expert en fact-checking ou vérification des faits. Bonsoir Bara. Bonsoir Mokhtar. Et Ousmane Mamoudou, web journaliste, expert des réseaux sociaux. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On commence avec vous, doyen Hassan Soumana. Selon les spécialistes du domaine, en situation de crise, la manipulation de l'information peut représenter une véritable arme de guerre. Comment ces fake news et ces rumeurs peuvent-ils impacter le travail des journalistes? Bonsoir Mokhtar. C'est un sujet très important que vous nous posez là parce que effectivement, c'est vrai qu'on le vit quotidiennement, mais surtout en période de crise, ça devient un enjeu principal. Je vais constater avec vous qu'avec la possibilité qui est donnée aux uns aux autres dans un coin de leur maison de générer des sons, des images et des vidéos pour attester, pour étayer des faits qu'ils veulent faire soutenir passer par le public et le faire croire au public que c'est ça la vérité. Donc l'enjeu devient difficile pour les journalistes et pour tout le monde d'ailleurs. Pour les usagers des réseaux sociaux, ça devient difficile parce que désormais, il est plus difficile de faire la part des choses entre les vraies informations et les fausses informations. Surtout avec l'usage des réseaux sociaux. Surtout avec l'usage des réseaux sociaux où, effectivement, des gens se mettent de côté qui ne sont pas des professionnels de l'information. Et sans aucune déontologie, ils se mettent dans leur coin pour fabriquer des informations et susciter des images générées par des applications. Par des applications, ChatGPT. Donc, ils fabriquent les textes et ils fabriquent les preuves pour induire l'ensemble du public en erreur. C'est difficile souvent, c'est tellement bien fait souvent. C'est vrai que l'intelligence artificielle, il y a des failles pour quelqu'un qui sait regarder, mais ce n'est pas tout le monde. Les jeunes qui sont habitués à manipuler ces applications peuvent faire la part des choses entre la vraie information. Mais pour un certain âge, les anciens, quand ils voient certaines images qui viennent soutenir un texte, pour eux, c'est la vérité. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut effectivement faire ce doute. Parce que là, on est dans le domaine du doute. Dès que tu vois une information, le premier réflexe qu'il faut conseiller aux gens, c'est le doute d'abord. Donc, il faut adopter une attitude critique. Il faut adopter une attitude critique et dubitative par rapport à l'information. C'est de chercher à vérifier. Tout récemment, avec l'attaque de l'aéroport, c'est un exemple en tout cas vivant. Dans la nuit du 28 au 29 janvier. Voilà. Et effectivement, le lendemain, on s'est retrouvé sans information qui peut prouver que... Parce que l'enjeu était effectivement de savoir est-ce que les assaillants ont pu atteindre les appareils de l'armée. Mais quelques jours après, on a vu une vidéo sortir. Donc, cette vidéo a été revue dans tous les angles par des spécialistes en fait de vérification. J'ai vu la première faille qui a été démontrée par quelqu'un qui parle en arabe, a vu que la date... Ne concordait pas. La date, il était indiqué le 1er janvier 2026. Mais il y a une autre deuxième vidéo pour montrer que la vidéo est fausse qui a dit qu'en fait c'est des anciennes images d'une attaque qui a été perpétrée en 2018 dans le district de Gaïdan au Nigeria. Moi en tant que journaliste, le réflexe que j'ai eu effectivement c'est d'aller voir et dans la recherche inversée, est-ce qu'il y a eu une attaque
au Nigeria en 2018 et dans l'état de Gaïdan où qui a été chaud. Effectivement, il y a une attaque le 18 juillet 2018 au Nigeria. Je me dis que peut-être il y a un début de preuve, mais pour le moment, on ne sait pas actuellement. On est dans le brouillard, on ne sait pas qui a raison, même avec la vidéo, parce que ça sent que quelqu'un peut générer. Le doute persiste. Le doute persiste. Voilà. Merci beaucoup, Hassan Soumana. Bara Suleiman. Selon certains observateurs, le développement de l'intelligence artificielle et les deepfakes sont des menaces supplémentaires dans la lutte contre la désinformation. Comment reconnaître une fausse information, d'où qu'elle vienne, et que faire avec? Merci beaucoup, Mokhtar. Merci pour la question. Mais avant aussi de répondre à cette question, je voudrais aussi ajouter par rapport à ce que les doyens a développé. Hassan Soumana, pour parler un peu des journalistes et médias sociaux. C'est pour dire qu'en fait, en réalité, les plateformes numériques mettent davantage les journalistes devant leurs responsabilités. Responsabilité, pourquoi? Parce que, effectivement, avec l'évolution du numérique, tout le monde est producteur de contenu en ligne. Mais la spécificité, c'est qu'un journaliste, c'est quand même un professionnel qui a effectivement une éthique, une déontologie, qui a des principes, où il doit non seulement traiter et vérifier cette information. Tel n'est pas aussi le cas pour les autres utilisateurs. Donc, en ce sens, les plateformes numériques mettent le journaliste devant ses responsabilités, surtout effectivement avec les flux d'informations qui sont publiés chaque seconde sur ces différentes plateformes. Donc, il doit effectivement approfondir la vérification. Et pour ce faire, c'est pour justement aller dans le sens de votre question, il doit effectivement renforcer ses capacités. Renforcer ses capacités, c'est la formation. C'est la formation, puisque aujourd'hui, avec tout ce qu'il a comme menace, puisque lui, à la différence des autres, il est un professionnel. Aujourd'hui, on est au niveau du studio Kalangu, c'est que les professionnels ne vont pas se mettre de publier tout, puisqu'ils sont des professionnels. Et là, les contenus qui sont publiés sur ces plateformes numériques, puisque c'est des contenus, les contenus diffèrent, ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être aussi un audio. Et là, il faut, de mon point de vue, avoir effectivement les connaissances de tous ces outils et techniques pour aller vérifier davantage donc ces informations. Parce qu'il y a des sources primaires là où on sait que c'est une institution, c'est une personne qu'on peut aller toucher. Mais si c'est une image ou une vidéo, comme elle a eu à dire, il faut effectivement savoir chercher, aller appliquer au niveau de ces outils pour vraiment faire cette vérification. Et là, je crois que ça demande vraiment que nos journalistes essayent de renforcer vraiment leur connaissance en matière des outils et techniques de vérification. C'est vraiment important puisque, comme l'a dit quelqu'un, science sans conscience n'est que renouvelable. Donc, au même moment qu'on est en train d'évoluer, la science évolue, les technologies aussi évoluent. Chaque jour, c'est de nouvelles choses qui sont là, qui sont à notre disposition. Donc, c'est vraiment à nous de continuer permanemment les formations pour vraiment essayer de publier ou de donner au public la vraie et la bonne information. Puisque c'est ça aussi notre responsabilité. Si les autres vont passer toute la journée en train de publier des contenus, qu'ils soient faux ou bons, mais nous, en tant que professionnels, en tant que médias, c'est notre travail d'aller donner la bonne information. Et pour donner la bonne information, au-delà de notre travail quotidien, le fait d'aller collecter, vérifier, équilibrer, je crois qu'il y a l'aspect aujourd'hui vérification qu'il faut vraiment être regardant par rapport à ces contenus. Et par rapport à l'IA, je crois que ça concourt aussi à ce que les journalistes essayent vraiment d'être beaucoup plus formés par rapport aux outils IA. Bara Suleiman, est-ce que des journalistes vous appellent pour checker des informations, par exemple? Effectivement, ça c'est, je ne peux pas dire c'est chaque jour, mais ça, je crois qu'on est en contact avec les confrères, qu'ils soient ici à Niamey ou à l'intérieur du pays, nous demandent vraiment la véracité de telle ou telle information. Et ça, je crois que c'est aussi les réflexes professionnels donc, qui exige à ce que ces professionnels aussi essayent de nous demander ou de nous balancer, de le vérifier. Est-ce que cette information elle est bonne ou elle est fausse? Puisqu'il y a beaucoup de polémiques. Et je crois qu'il y a cette prise de conscience au niveau des professionnels des médias. Et c'est pour cela que vous allez voir, c'est rare aujourd'hui de voir un média ou un journaliste qui est quand même pris en termes de publication de contenus qui sont faux. Donc ça, je crois qu'il faut saluer vraiment le professionnalisme de nos journalistes. Mais il faut continuer à renforcer leur capacité puisqu'on a vraiment besoin de ce renforcement des cas. Il faut aussi être vigilant. Très vigilant même. Merci beaucoup, Bara Suleiman. Ousmane Mahmoudou, en ce moment au Niger, on parle beaucoup de désinformation en lien avec l'intelligence artificielle. Quel comportement et quelles solutions pour les journalistes nigériens?
Alors le comportement, je pense que c'est tout ce que mes collègues ont rappelé, c'est la prudence. Quand on voit un contenu qui paraît tellement réaliste, en général, il faut se méfier, ou des scènes totalement absurdes. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces outils deviennent de plus en plus performants, et ce sont des outils qui sont disponibles pour tout un chacun dans la poche. Donc, quelque part, ça réduit le coût du mensonge. Moi, je l'appelle comme ça, des fois. Parce que avant, c'était quand même techniquement difficile à faire. Pour faire un deepfake, pour faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais dit, il fallait avoir beaucoup de moyens. Mais aujourd'hui, ça se trouve dans des applications qui sont disponibles pour tout un chacun. Donc le réflexe, aujourd'hui, malheureusement, on regarde beaucoup plus la durée des vidéos. Quand ce sont des vidéos très très courtes, 3 secondes, 10 secondes, on a tendance à dire que c'est de l'IA. Mais aussi, l'autre danger, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit aussi qui émerge, c'est que vous avez des contenus qui sont vrais, qui sont taxés d'être faux. Par exemple, Sora OpenAI a sorti un réseau social qui s'appelle Sora, dans lequel donc les gens partent faire des vidéos complètement générées. Alors, le réseau social ressemble à TikTok, et donc, mais chaque fois que ça génère une vidéo, ça met une signature. On voit une petite tête qui bouge de gauche à droite. Mais le problème, ce watermark là, cette signature, vous avez aujourd'hui des gens qui le prennent et qui le mettent sur des vraies vidéos cette fois-ci. Donc, pour dire que, bon, ça, c'est une vidéo générée par une intelligence artificielle, alors que c'est un contenu vrai. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on se trouve un peu dans cette ère-là que certains appellent l'ère de la post-vérité, où c'est hyper difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Les textes aujourd'hui, moi, je me rappelle avant, quand on faisait du fact-checking, on regardait, même pour débunker souvent les fausses informations sous forme de texte, on regardait les fautes de frappe, les erreurs. Mais aujourd'hui, tout est parfait. Aujourd'hui, c'est la perfection même qu'on regarde. Si c'est trop parfait, c'est que quelque part, peut-être qu'il y a un problème. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas un outil magique qui permet de savoir si ce texte a été généré à 100% par une IA ou à 100% par un humain, ou si cette photo-là, elle est générée à 100% par une IA. Il y a quelques années, quand on parle des intelligences artificielles, c'est vraiment en termes de semaines ou de mois. Parce que ChatGPT est venu, rendu public en 2022, c'était hier pratiquement. Quand on voit les versions aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les versions d'il y a 3 ans. Donc avant, on pouvait regarder les photos pour voir si les IA généraient bien les mains. Au tout début, ça générait 6 doigts, 7 doigts quand on génère des photos. Mais aujourd'hui, tout ça est corrigé. Les images sont pratiquement photoréalistes. On n'arrive plus à distinguer qu'est-ce qui est vrai. Ce comportement, est-ce que c'est une très bonne chose pour la presse, pour les journalistes d'aujourd'hui, ou bien une mauvaise chose? Ça dépend de comment on l'utilise. Oui, c'est une bonne chose puisque ça permet quelque part d'aller très vite. Et on est au Niger dans un contexte où les médias n'ont pas beaucoup de moyens pour recruter des journalistes hyper compétents ou pour acquérir certains outils. Donc, sur ce point, ça peut être un avantage si on l'utilise bien. Mais quand on décide en tant que média d'utiliser une IA dans sa rédaction, il faut être transparent et il faut mettre un cadre, il faut mettre en place une directive sur l'utilisation de ces outils-là. Par exemple, on ne va pas faire une interview avec une intelligence artificielle, qu'elle soit sonore ou vidéo. Donc, c'est une bonne chose puisque ça permet d'augmenter la productivité, ça permet d'aller très vite, de dérocher un son en français hyper rapidement, de le retranscrire hyper vite et après, on pourra rédiger un article et ça permet aussi, par exemple, de digérer de gros rapports. Avant, si une organisation sortait un rapport qui fait, moi, je sais pas, 300 pages en portugais, tu peux pas le traiter aujourd'hui. Tu es obligé de passer par des outils avant ou bien de demander si peut-être il y a quelqu'un qui comprend le portugais dans la rédaction. Mais aujourd'hui, la barrière de la langue, par exemple, s'éloigne de plus en plus. Mais c'est un problème aussi puisque nous, en tant que journalistes, nous produisons du contenu, mais ce contenu aujourd'hui ne nous appartient plus. Ça appartient à ces boîtes qui en font ce qu'ils veulent. Et il y a un vrai problème de droit d'auteur, que ce soit des articles qu'on réalise, puisque ces outils, en fait, ils sont entraînés sur de la donnée. Si ChatGPT sait parler comme un humain, c'est parce qu'on lui a appris à le faire. Et pour le faire, il faut qu'il regarde comment les humains font. Donc, si on a notre média, par exemple, Studio Kalangu, OpenAI a avalé tout Studio Kalangu. Ils ont avalé tout Internet, plein d'outils, sans jamais demander quoi que ce soit au titulaire de ces droits-là. Donc, plein de médias comme ça ont été spoliés, plein d'artistes, de musiciens, etc. En Afrique surtout. Et ces outils, aussi ce qu'il faut rappeler sur l'Afrique, c'est que ce ne sont pas des outils développés dans nos contextes. Ils ne connaissent pas du tout l'Afrique. Si vous demandez à une IA de générer une image de quelqu'un, d'un homme, vous avez 90% de chances que ça va vous sortir l'image d'un homme blanc avec des yeux bleus. Ça ne connaît pas beaucoup les Africains parce que ces outils n'ont pas été entraînés sur de la donnée. Donc l'avantage, c'est que c'est
un gain de productivité quelque part, mais le risque c'est qu'on perd aussi en autonomie, on perd beaucoup de choses, ça nous rend un peu fainéants. Les gens ne partent pas systématiquement vérifier, alors que c'est des outils qui mentent aussi beaucoup. Ça, GPT ment beaucoup. Et donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Ousmane Mamoudou. Hassan Soumana, vous êtes le président de l'ONIMED. Aujourd'hui, l'espace numérique offre des moyens nécessaires à la propagation des fausses nouvelles. L'intelligence artificielle est-elle un recul ou une avancée pour le métier des journalistes? C'est les deux à la fois. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Comme Ousmane l'a dit, effectivement, c'est une bonne opportunité qui s'offre aux journalistes. C'est le progrès. Avant, les journalistes travaillaient avec des appareils rudimentaires. Il y a des travaux que tu ne peux pas faire sur une journée. La technologie a évolué, le numérique est venu. Très facilement, tu montes, tu fais tes éléments. Vite fait, bien fait, vous avez votre élément. Donc, les gros appareils avant, c'était les grosses caméras pour la télévision. C'était. Maintenant, le gros Nagra qui fatiguait les trucs, c'est venu. Maintenant, c'est avec un petit appareil numérique. Tu peux même faire ton montage avec ton petit appareil. C'est le progrès. C'est effectivement ce qu'il faut en faire avec le progrès. Des journalistes, comme il a dit, quand on te donne un gros texte à travailler, tu fais une enquête sur un phénomène qui a peut-être une portée mondiale. Tu ne peux pas te déplacer pour aller d'un pays à l'autre, mais tu restes dans ton bureau à partir de ton ordinateur. Tu poses la question, vous allez voir qu'en Australie, c'est comme ça que ça se passe. Au Niger, c'est comme ça que... Je crois que les derniers trucs qu'ils ont fait sur la corruption, c'est effectivement ce genre de logiciels qui ont été utilisés. Pour recueillir des données. À travers des bases de données. Voilà, c'est les bases de données qui ont montré qu'au Niger, un peu partout, ils ont fait ça. Et c'est des journalistes, surtout dans le cadre de l'enquête, c'est très utile. Merci beaucoup. Tu peux interroger l'intelligence artificielle. Maintenant, le problème, l'intelligence artificielle met des journalistes devant ses responsabilités. Parce que quand des faux contenus sont générés et que le public est désemparé, il se tourne vers les journalistes. Dites-nous si c'est vrai ou faux. Donc, ça augmente le travail du journaliste. Parce qu'effectivement, il faut créer des structures de fact-checking au sein des rédactions. Maintenant, actuellement, tous les grands médias ont des services qui travaillent jour et nuit pour la vérification des informations. Effectivement, à certains moments, quand ça devient viral, ils sont obligés de venir dire que non, telle information qui est passée avec telle vidéo, une chose qui tend à prouver telle chose, c'est du faux. Et donc, ça met les journalistes devant... Ça veut dire que ça intensifie le travail des journalistes. Au-delà de la couverture factuelle, maintenant, on demande aux journalistes de restaurer la vérité à chaque fois qu'un faux contenu est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Hassan Soumana. Suleiman, rapidement. Le contexte sous-régional est marqué par la lutte contre le terrorisme qui n'est pas sans conséquences, le plus souvent sur le travail des journalistes, la sécurité des journalistes, mais aussi sur l'accès des hommes des médias à l'information. Quelles solutions préconisez-vous? D'accord. Je crois que d'abord par rapport au travail des journalistes, c'est qu'il faut vraiment être beaucoup plus prudent. La prudence doit être de mise parce qu'effectivement, il y a ces facilités, mais il faut aussi les dire, les outils, et surtout les IA ont aussi leurs propres limites, par exemple. C'est comme tout à l'heure l'exemple où le développement qu'a fait Mahmoudou. Mais vous prenez par exemple, vous faites une interview d'1 heure, vous mettez dans une application, elle peut vous transcrire ça. Mais c'est que pour un professionnel, si vous n'avez pas pris le temps d'écouter ou de parcourir l'interview, c'est qu'il y a un risque d'attribuer des propos à votre interlocuteur. Donc après l'application de l'interview, le monsieur peut dire que lui, il n'a pas tenu ses propos. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, par rapport à la sécurité des journalistes. Par rapport à la sécurité des journalistes, c'est vrai que le contexte il est un peu difficile et je crois que ça c'est depuis plus d'une dizaine d'années. Mais je reviens aussi par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on regarde un peu l'environnement sous-régional, malgré tous ces défis, les professionnels des médias arrivent quand même à tenir et à faire leur propre travail. Parce que, malgré les difficultés. Parce que il y a des éléments qui sont beaucoup plus importants et qu'il faut aussi souligner. C'est que les médias ou les journalistes font quand même du service public. Et des éléments qui sont plus importants. Ce n'est pas parce qu'on est des médias privés ou parce que non. C'est que ces journalistes sont en train de faire, qu'ils soient des privés ou des privés, c'est des informations d'utilité publique. Et je crois que compte tenu du contexte, ces journalistes essayent vraiment de voir comment il faut traiter l'information, surtout dans les contextes de nos pays. Ça, c'est beaucoup plus important. L'autre aspect aussi, c'est que tout le monde est conscient, effectivement, quand il y a des situations comme ça, surtout dans les zones sensibles, il faut savoir comment non seulement traiter l'information, mais comment aussi il faut utiliser les sources. Ça, c'est beaucoup plus
important, puisque ça renvoie un peu à la question de l'accès à l'information. C'est vrai que c'est un peu difficile, le plus souvent, le fait d'avoir accès à certaines informations, mais je crois que malgré tout, les journalistes essayent de faire de leur mieux. Mais que ce soit au niveau des plateformes numériques ou que ce soit les méthodes traditionnelles de collecte d'informations, moi je crois que vu le contexte sous-régional et même régional de nos pays, vraiment les journalistes essayent de faire de leur mieux. Maintenant, c'est de voir comment il faut leur faciliter ce travail. Ça, je crois que c'est beaucoup plus important puisque c'est pratiquement le même combat. C'est le même combat, c'est pour l'intérêt vraiment général, c'est pour les intérêts de nos pays. Puisqu'on parle de la désinformation, on est face à une ingérence informationnelle puisqu'il y a des reçus ou des narratifs qui sont imposés. Mais pour combattre ces narratifs ou ces reçus, ou pour faire face à cette guerre informationnelle, mais il faut effectivement travailler avec tous ces journalistes, tous ces professionnels des médias pour vraiment essayer de porter les messages, les bons messages. Et là, je crois que c'est important de voir comment impliquer davantage les journalistes dans toutes les initiatives, dans toutes les activités pour vraiment essayer de continuer leur travail, surtout aider nos pays à faire face à cette guerre informationnelle. C'est important. Merci beaucoup, Bara Suleiman. Ousmane Mamadou, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, sur la question sécuritaire. Sur le comportement des journalistes. En fait, il y a tout un domaine qui s'est développé aujourd'hui, c'est la sécurité des intelligences artificielles. Et quand on est journaliste, et tout le monde d'ailleurs, on a tendance aujourd'hui, en tout cas, de ce que les experts disent, à partager tout et n'importe quoi avec ces outils. Alors que c'est un vrai problème de sécurité. Donc, si vous savez que vous travaillez sur un sujet sensible ou des informations, il ne faut jamais le dire à ChatGPT ou à des outils similaires. Puisque à partir du moment où vous posez la question, c'est fini. C'est dans l'outil et c'est une information publique. C'est tout le monde, a priori, un jour s'il y a un problème de sécurité, tout le monde peut l'interroger et il va recracher le morceau. Une autre chose aussi, pour les plateformes comme OpenAI, comme Google, comme Facebook, Bra le rappelle, ces plateformes-là ne se considèrent pas comme des médias. Eux, ils se considèrent comme des hébergeurs. Et c'est un vrai problème au niveau mondial, puisque malgré tout, dans certains pays, on les considère comme des médias, puisqu'ils produisent toute l'information aujourd'hui, passe par ces plateformes-là. Mais eux, ils se considèrent juste comme des hébergeurs, c'est-à-dire que c'est comme si c'est des gens qui louent des maisons, ils ne sont pas responsables de tout ce que les personnes qui font dans ces maisons-là font. Sauf que le problème, c'est qu'ils profitent de ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'études, je pense qu'il y en a eu tellement qui ont démontré qu'il y a une vraie économie de la désinformation. Les gens produisent de la désinformation sur les réseaux sociaux puisqu'ils savent que c'est des sujets viraux. Et qui dit viralité sur les réseaux sociaux dit gagner de l'argent. Vous allez très souvent voir de la publicité sur ces vidéos-là, que ce soit sur Facebook et malheureusement Facebook, TikTok, Instagram, tous ces réseaux-là propulsent ce type de contenu très clivant. En général, c'est des contenus comme ça qui fonctionnent, dans lesquels vous allez voir des gens qui insultent, qui font ceci. L'algorithme de Facebook ou des autres réseaux sociaux ont tendance à propulser ce type de contenu-là pour qu'ils aient le maximum de vues, de likes, parce que aussi, ces plateformes profitent elles aussi de ça, puisque la publicité, eux aussi, ça leur permet, ils gagnent de l'argent avec ça, c'est leur modèle économique, et donc les désinformateurs, les gens qui le font de façon exprès chez eux, le font aussi pour gagner de l'argent, et il faut couper ces tuyaux. Et aujourd'hui, c'est le travail de certaines institutions qui essaient de convaincre les entreprises qui donnent des fonds publicitaires à ces boîtes d'arrêter de donner des fonds publicitaires pour justement couper un peu les herbes sous les pieds des désinformateurs. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Bara Suleiman, la pratique de vérification des faits est considérée comme une des deux règles principales de la déontologie du journalisme. Comment les journalistes doivent s'y prendre dans un contexte de l'intelligence artificielle? C'est normal au niveau des journalistes, un professionnel, c'est-à-dire qu'il a déjà en tête vraiment qu'il doit vérifier l'information. Ça, c'est, je crois, que la première des choses. S'il parle collecté, il doit quand même, dans le traitement, il faut aller vérifier, équilibrer et tout. Donc, l'aspect d'abord vérification, c'est là. Maintenant, ce qui ajoute avec les plateformes numériques, c'est qu'il y a non seulement cette question de rapidité, comme je l'ai dit, mais ça englobe beaucoup de choses à la fois. Ça englobe les textes, des photos, images, ça peut être des vidéos ou ça peut être des audios. Et là, puisque au niveau des médias traditionnels, généralement, c'est qu'on a un sujet
où c'est à la sortie d'une conférence des rédactions, on dit, bon, toi, tu traites tel sujet. Donc, les interlocuteurs sont presque connus. On a les sources, que ce soit les personnes, les institutions et tout, on interroge. Mais aujourd'hui, il y a les choses qui ont beaucoup plus évolué. Et les médias doivent effectivement intégrer ça dans leur travail. Mais c'est que la difficulté aussi au niveau de nos sources, les sources peuvent elles-mêmes tromper ou elles peuvent être trompées. Donc, tout comme aussi au niveau des journalistes, les journalistes peuvent tromper et ils peuvent aussi être trompés. Donc, c'est pour cela qu'il faut effectivement aller vérifier davantage toutes les informations. Par exemple, au niveau des plateformes, la première des choses qu'on dit, si c'est attribué à une institution, mais les premiers réflexes, par exemple, c'est de se dire, si c'est une information qui est attribuée au studio Kalangu, je sais que Kalangu a des pages, peut-être même une page certifiée, je peux directement aller taper Kalangu, voir est-ce que l'information elle est déjà publiée. Mais si je connais Mokhtar Mahmoud ou quelqu'un est responsable, nous en tant que média, je parle, et là, c'est mon travail et je dois aussi faire ce travail pour déjà essayer de réduire l'impact de ce qui est en train d'être partagé en termes de contenu. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est que ce contexte fait en sorte que les journalistes est beaucoup plus mis devant ses responsabilités. Donc là, c'est vraiment important et c'est pour cela que j'insiste, il faut renforcer les capacités des journalistes parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. Les journalistes sont tenus de travailler avec ces plateformes numériques, ils sont tenus de travailler avec ces outils, mais il faudrait aussi qu'ils soient formés. Merci beaucoup, Bara Suleiman. Hassan Soumana, nous sommes actuellement en période de transition militaire. Qu'est-ce que votre association, ONIMED, attend des plus hautes autorités de ces pays? Avant de répondre à ta question, je vais un peu rebondir à la question relative à l'utilisation de l'intelligence artificielle, la plus efficiente par un journaliste. Je vais donner le cas. J'ai donné un exercice à faire à des étudiants en journalisme l'année passée. Il y a un journaliste qui devrait me faire un article sur l'avènement des Web TV au Niger. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas trouvé d'interlocuteur et il est parti interroger l'intelligence artificielle qui a sorti un très beau texte. Le texte est beau et limpide. J'ai dit, wow, ça c'est bon. Mais quand je lis ça, en fait, j'ai tout de suite compris, il n'y a aucune source. Le texte est très bien écrit, mais il ne fait référence à aucune source. J'ai dit, ce n'est plus du journalisme. C'est un beau texte, c'est de la littérature, c'est bien écrit, mais ça n'a aucune valeur en termes de journalisme. Parce qu'un journaliste fait référence à des sources. Ces informations doivent être recueillies. Et il me dit, non, oui, effectivement, il a fait des recherches. Je dis, même sur Internet, quand tu cherches là, il faut renvoyer, il faut toujours aller vers la source. Même l'intelligence artificielle vous renvoie vers des sources. Donc, c'est ces sources-là qu'il faut aller chercher. Tu n'as pas fait ton travail de journaliste consistant à vérifier l'information. Il a triché. Donc, pour répondre à la question que vous avez posée à Bra, devant l'émergence de l'intelligence artificielle, le journaliste doit rester plus journaliste. C'est-à-dire qu'être vérificateur, le premier geste, autant tu vérifies l'information en allant sur le terrain, devant ton ordinateur, avant de prendre un texte, tu vérifies d'abord. Et il y a des moyens, des outils de vérification avec l'Internet. Les mêmes progrès, les mêmes logiciels qui permettent de générer les textes. Il y a d'autres logiciels aussi qui te permettent de vérifier ces informations que tu as prises sur le web. Donc, ça, je crois que les journalistes, le conseil qu'on peut leur donner, c'est de rester plus journalistes que jamais. À présent, donc, vos attentes par rapport aux autorités. Vos attentes par rapport aux autorités, c'est vraiment de faire confiance aux journalistes. Je demanderai aux autorités de faire confiance aux journalistes et de leur laisser faire leur travail parce que depuis l'avènement du CNSP, je crois que la presse nationale a montré que vraiment elle est une presse consciente, responsable et qui a su vraiment se joindre au combat pour défendre la nation face aux agressions extérieures. Je crois que Bra a presque dit ça, mais peut-être qu'en tant que journaliste, il n'a pas voulu dire. Mais vraiment, on a fait amende honorable et on est resté professionnel dans le traitement de toutes les informations parce que ce qui pouvait se passer devant le manque d'informations dans le traitement des questions aussi épineuses que l'insécurité, dans l'absence de sources d'informations, ce qui pouvait arriver, c'est qu'on allait prendre les autres sources. Mais les journalistes ne le font pas parce qu'ils savent que ce n'est pas des bonnes sources. C'est l'apologie aussi du terrorisme. C'est l'apologie et on n'a pas pris un journaliste, je crois, au Niger depuis le début de l'insécurité, un journaliste qui est glissé dans l'apologie du terrorisme. En tout cas, dans les écrits ou dans tous les éléments qui sont passés à la télé, radio, choses, on n'a pas trouvé quelqu'un qui a été pris dans le piège. C'est parce qu'ils sont restés professionnels et ils attendent d'avoir la vraie information. Ce qui fait que je me dis qu'aujourd'hui, le CNSP doit faire confiance aux journalistes et leur donner les moyens de faire leur travail, surtout de déconstruire les narratifs de ceux qui nous cherchent, en tout cas, à prouver autre chose par rapport à nos trois États de l'AES. Donc, il n'y a que la confiance qui doit régner entre nous et de laisser le journaliste en toute responsabilité faire son travail. Merci et beaucoup. de lui donner les moyens de faire ce travail-là.
Merci beaucoup Hassan Soumana. Ousmane Mahmoudou, à travers les explications de nos confrères, on peut aisément comprendre que l'intelligence artificielle promet d'énormes avantages, mais comporte également des risques. Quels sont ces risques? Quels sont ces avantages? Si on parle de façon beaucoup plus générale, les journalistes impactent aussi tout un peuple. Donc, le fait que les journalistes utilisent ces outils, ça peut être bien ou mal, je le disais, mais tout en sachant que ces outils ne nous appartiennent pas, encore une fois. Si tu poses une question à ChatGPT, il va te répondre, tous ces outils-là vont te répondre avec une vision occidentale du Niger, une vision occidentale de l'Afrique. Ce ne sont pas des outils qui ont été conçus par des gens de chez nous. Ce sont des Blancs en Europe qui ont développé ces outils et qui ont ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et c'est tout à fait normal. Ils ont conçu ces outils de par ce qu'ils constatent, de par ce qu'ils voient. Donc, le danger, c'est qu'on s'approprie beaucoup trop ces outils à tel point qu'on devient quelque part dépendant de ces outils. Et que nous, on ne développe pas les nôtres. Parce que toutes ces données, aujourd'hui, elles partent en Europe. Toutes les personnes qui utilisent ces outils d'intelligence artificielle, vous dites tout à ces outils et les entreprises qui ont créé ces outils, elles prennent toute cette donnée-là. Et la donnée sur Internet, c'est vraiment comme de l'or. Ça coûte très cher. Si on les utilise gratuitement, ce n'est pas pour rien. En informatique, on dit si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Facebook, il y a des milliers d'ingénieurs qui travaillent. Ça coûte hyper cher à maintenir, ça coûte beaucoup d'argent. Et les gens gagnent beaucoup d'argent. Certains ingénieurs de chez Facebook, par exemple, qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle, vous avez des gens qui gagnent jusqu'à 100 millions de dollars. C'est plus de 50 milliards de nos francs CFA l'année. Donc, vous voyez que ça coûte très cher et c'est gratuit. Mais il y a un problème, si c'est gratuit, c'est que cette donnée part quelque part. Donc, le risque, c'est que ça devienne des outils, quelque part, qui déstabilisent complètement tout un pays. Puisqu'on voit aujourd'hui que vraiment la désinformation, elle est quasi industrielle. Les gens fabriquent de la désinformation à tort et à travers parce que c'est facile à faire. L'avantage pour les journalistes, c'est que quelque part, ça leur permet, comme c'est ce que je disais, de gagner peut-être la compétence qu'on n'avait pas avant. Parce que, et la rapidité. Oui, la rapidité et certaines formes de compétences, par exemple des traducteurs, par exemple, ou même développer un site internet. Avant, c'était hyper compliqué, mais aujourd'hui, des médias peuvent faire ça ou analyser de grosses quantités de données, photos, vidéos, images. Aujourd'hui, avec certaines IA, quand même, ça devient beaucoup plus facile. Ousmane Mahmoudou, rapidement, quel avenir pour les médias traditionnels au Niger dans ce contexte d'intelligence artificielle? Les médias traditionnels doivent s'adapter, malheureusement. Et on dit qu'on ne peut pas arrêter une inondation avec une serpillière. Vous ne pouvez pas. C'est la tendance mondiale, à l'échelle mondiale, et tous les chiffres le démontrent, même dans les pays développés, c'est un vrai problème et on ne sait pas quoi faire. Même dans les pays où ces outils ont été inventés, ils ne savent pas comment résoudre le problème des futurs chômeurs qui viendront. Parce qu'on a vu plein de médias qui ont licencié des journalistes qu'ils ont remplacés par des intelligences artificielles, puisque c'est moins coûteux et ça ne fait pas grève. Ça ne demande pas un salaire, etc., etc. Donc il y a tout ça. Je pense que les médias traditionnels doivent essayer d'apprendre à utiliser ces outils, mais en ajoutant la couche journalistique, l'éthique, la déontologie, l'impartialité, tout ça, il faut qu'on regarde ça de très près. En conclusion, la lutte contre la désinformation à l'ère de l'intelligence artificielle au Niger repose sur une stratégie multidimensionnelle alliant technologie, éducation et régulation. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Hassan Soumana, président de l'Observatoire nigérien indépendant de médias pour l'éthique et la déontologie au NIMED, Bra Suleiman, ancien membre du conseil d'administration de la Maison de la Presse au Niger et expert en fact-checking ou vérification des faits, et Ousmane Mahmoudou, web journaliste, expert des réseaux sociaux. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Seyni Saka, et c'était Mokhtar Hamadou pour la modération de cette émission. Merci, au revoir.